Ces études, elles sont nécessaires pour monter les dossiers de subvention. L'étude de terrain, la structure, voilà, les services techniques ont travaillé au prévisionnel par rapport au projet là-dessus. Et ces études, je le disais pour le fonds vert justement, où les diagnostics sont beaucoup plus poussés, donc il faut qu'on reprenne ça. Voilà, on essaie de fonctionner avec des choix. Avec parcimonie par rapport à ce qu'on peut faire sur l'investissement et autant faire se peut, chaque fois aller vers des économies d'énergie parce qu'il faudra de toute façon toujours raisonner ainsi par rapport à ce fonctionnement qui est le plus contraint et qui nous, voilà, peut-être bloquant parce qu'il y a obligatoirement des choses qui se répètent dans le fonctionnement et qu'on ne pourra pas plus contraindre. Quand on demande à tous les services de faire des efforts, ils en font, mais voilà, on est quand même limité. On ne peut pas non plus aller plus loin. Paula ? Le parc automobile de Malmort est tout électrique. Et j'ai lu un article dernièrement sur la mairie de Sénas où ils revendent leurs véhicules électriques au profit du thermique parce que ce n'est plus rentable et c'est un gouffre financier, surtout au niveau du prix électricité. Il y a un article de presse qui est apparu, je crois que c'était en novembre 2022 ou quelque chose comme ça, et Sénas ne renouvelle pas le parc électrique mais il reprend du thermique, au profit du thermique. Alors, est-ce qu'il y a une étude qui a été faite sur Malmort? Parce qu'on a quand même pas mal de véhicules électriques, non, sur Malmort. Alors, je sais après qu'il y a le choix du cœur et le choix du portefeuille. Hein. Les voitures électriques, c'est très bien pour l'environnement, hein, je ne conteste pas. Hein. Mais je peux terminer, s'il vous plaît, monsieur? Merci. Donc, je sais qu'il y a le choix du cœur, il y a le choix du portefeuille. L'un va avec l'autre. Hein. Mais est-ce que sur Malmort, il y a... On peut dire ce qu'il y en est aujourd'hui de ce parc automobile électrique. Est-ce que ça a généré des économies? Est-ce que si on doit les renouveler, est-ce qu'on va repasser au thermique parce que effectivement c'est pas rentable? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? Christian? Non, on la donnera après. Christian, oui. Par rapport à la commune de Malmort. Non, au niveau énergétique, l'électricité, même avec des prix comme on l'a actuellement, est beaucoup moins cher que l'essence. Donc, et en plus, c'est un geste. On reste vers des gestes écologistes. Et en plus, je pense que au niveau de l'État, dans quelques années, on sera obligé d'avoir des véhicules électriques. Ils veulent changer le parc au niveau national. C'est pas pour que les communes reviennent vers le thermique. Je pense pas. D'accord. Monsieur Platon. Alors, il se trouve que j'ai interviewé Monsieur Ginoux sur ce sujet en faisant le bilan du pacte pour la transition sur lequel il s'est engagé, comme notre commune. Et donc, j'ai fait le bilan. Et comme j'avais lu le même article que vous, je lui ai posé la question. En fait, c'est une phrase qu'il a dite à un moment avec le SMED 13 ou un truc comme ça, où il a dit ça augmente, donc moi j'abandonne, je revends mes véhicules électriques. Bon, mais il ne revend pas ses véhicules électriques. C'est une phrase qu'il a dite comme ça pour protester contre l'augmentation du prix de l'électricité. Voilà. Mais moi j'ai vu que c'était au conseil municipal que ça avait été dit, hein, pas Oui, au conseil. Oui, c'est peut-être au conseil, mais c'est suite. Voilà, c'était une boutade et je vous assure, il ne vend pas ses véhicules électriques. Voilà le micro. Alors, ouais. Drôle de conseil. Il y a certaines communes qui ont lancé des poissons d'avril du 1er avril, d'autres. Non, mais là, ça date du novembre 2022. Je pense que c'était sur un coup comme ça. Mais non, pour revenir à la commune de Malmort, parce qu'on n'interviewe pas M. Ginoux, mais même si on a le journaliste, mais il n'a pas le droit à la parole, parce qu'il est dans le public. Et je ne sais pas exactement ce qu'il en est. En tout cas, à Malmort, on a toujours une réflexion sur les véhicules électriques parce qu'ils sont vraiment sur la commune
Et on en a un certain pool. Je crois qu'on a 8 véhicules électriques actuellement, notamment au niveau de la balayeuse et des petits camions espace vert, etc., qui sont pertinents. Et puis des fois, des véhicules thermiques parce qu'ils vont plus loin ou qu'ils circulent, ils ont besoin de plus de puissance. Donc on a cette réflexion. Et voilà. Et puis, c'est vrai, certains étaient à la formation sur les véhicules électriques qui se passaient à la maison des associations, mais Julien n'est pas là. Et je me rappelle qu'il y avait une loi qui était en préparation qui obligerait les communes à avoir sur leur pool de véhicules une partie en électrique qui était assez conséquent quand même à venir. Donc on continue dans cette direction-là, ce chemin, tout en ayant une vraie réflexion sur la pertinence d'un véhicule électrique ou non. Armelle ? Je voudrais revenir sur la demande de subvention concernant l'oratoire. Si vous faites la demande de subvention, c'est que vous avez déjà contacté les entreprises agréés Bâtiments de France qui vous ont établi des devis. Vincent, il doit faire le rapporteur, donc parce il que peut là, répondre déjà, sur ce dossier-là, parce que c'est lui qui est en charge. Oui, tout à fait. On a commencé à avoir des devis pour estimer un peu le coût de la rénovation. Et ça monte à combien les devis des sociétés agréées Bâtiments de France? On ne les a pas reçus encore. Ouais, ça ne m'étonne pas, parce que ça fait 8 ans que je vous en parle. Non, mais Ça fait 8 ans que je vous en parle, et au dernier conseil, ce monsieur m'avait dit qu'il allait faire les demandes de subvention, mais avant les demandes de subvention, oui, on fait les demandes de devis pour savoir le montant des subventions que l'on doit prétendre. C'est en cours. Voilà, c'est en cours. C'est en cours depuis 8 ans, alors oui, il y a de l'espoir. Mais l'Église aussi, c'était en cours et ça avance, puisqu'on a une vraie étude et qu'on a des estimations, on le voit dans la programmation. Si je prends l'Église, par exemple, il y a une répartition entre une reprise de la toiture, une reprise des façades et une reprise de l'intérieur, et c'est estimé à 1,5 million. Donc, obligatoirement, pour rénover le patrimoine de notre Église sur la commune, il faudra qu'on le fasse en plusieurs tranches. Mais là, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que vous devez attaquer les travaux à côté et faire effondrer la cave coopérative agricole qui va faire des vibrations et les fondations des nouveaux bâtiments à côté également. Donc si l'oratoire n'est pas restauré, il va tomber. Il n'y a plus de joint entre les pierres. Je vous le redis pour la énième fois. D'autres questions sur ce budget ? Oui, alors moi, dans le budget, pour la partie investissement, j'ai parlé de la partie fonctionnement tout à l'heure. Bon, je remarque que les acquisitions foncières, c'est une bonne chose à mon avis. La préservation du patrimoine ancien, c'est aussi une excellente chose. Et comme Emmanuel, je regrette un peu la faiblesse, même s'il y a 29%, quand on regarde dans le détail, les vrais investissements qui permettent qui ont un retour qui ont un retour budgétaire, qui ont un temps de retour sur investissement, il y en a peu. Je note le remplacement d'une chaudière fuel pour 115 000 euros. La troisième phase de l'éclairage public pour 180 000 euros. Alors là, quand on aura fait cette troisième phase, on aura fini, pas fini. Fini. Normalement fini. Tout sera en LED. Okay. Les travaux sur l'arrosage qui me paraissent très intéressants. La régulation de l'arrosage, ça, voilà. Après, voilà. Après, le reste, c'est plutôt des travaux de maintenance qui sont de toute façon nécessaires. Bon, oui, ça peut rentrer dans l'environnement, mais il n'y a pas tellement de... Bon, voilà, il faut maintenir les bâtiments, il faut maintenir ce qu'on a. Oui, mais c'est une réalité oui, de terrain. Oui, il faut le faire.
faut le faire. Faut le faire. Et c'est pour ça que ça rentre pas dans une logique vraiment de transition énergétique, de transition écologique. Voilà, il faut le faire, on est obligé, c'est vrai. Thierry, il faut bien se dire aussi, comme je t'ai expliqué la dernière fois pour les écoles, on a 2 mois pour travailler dessus. Les gymnases, c'est encore moins, parce qu'ils sont encore utilisés l'été. Donc on peut pas faire des travaux souvent sur des choses qui sont utilisées. Et donc il faut qu'on fasse petit à petit, et je sais que ça va pas assez vite, je suis d'accord avec toi, mais il y a la loi du terrain aussi qui nous impose ça. J'ai pas vu grand monde faire du sport sur le gymnase, mais peut-être... Oui, mais moi je ne laisserai pas des enfants faire du sport si les gens travaillent en haut du gymnase, enlèvent les tuiles et risquent de faire passer des choses au travers. C'est interdit. Voilà, c'est interdit. Ouais. Bon, ensuite j'ai 2 questions. Alors sur les parkings. Dans le Vieux-Temps, il était prévu un parking avenue de la Fontaine. Là, je vois que dans le budget, on parle d'un parking à la Maison des Associations. On a évoqué le square Verdun. Il y a le garage cimetière. Voilà, c'est quoi la logique sur les parkings, sur la place de la voiture dans le village, sur les plans de circulation? Voilà, je pense qu'il y a une... J'ai pas de vision, et on pourrait s'en construire une. Et la deuxième question, ça concerne la maison de santé. Donc il y a des budgets pour l'assistance à maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Il y en a pour 250 000 euros. Et quel est le cahier des charges? Quelle est la programmation? Quelle est la convention avec les médecins? Enfin, où on en est de ce truc-là? On n'a pas de vision. Voilà. Alors, bien sûr qu'on a une vision, et bien sûr que on a travaillé. Je vous rappelle. J'ai pas dit que vous alliez non, travailler. Non, mais la maison de santé, je ne sais pas, mais Philippe, tu peux l'aborder, puisque il y avait un comité, il y avait un groupe de travail qui s'était constitué, qui nous a permis de mettre au point quand même les grandes lignes et les grandes idées. Au point de faire un cahier des charges, de faire un appel à maîtrise d'œuvre, un marché qui a été choisi, et donc on en est à cette phase-là. Donc le prestataire pour travailler a été choisi, et maintenant, en effet, commence la vraie phase de travail sur la base de la maison de santé. Et j'entends déjà certains qui disent que c'est déjà trop petit et on fait n'importe quoi, etc. Non. Je pense qu'il y a un vrai travail et un vrai besoin, et il y avait une urgence aussi par rapport au risque de désert médical, si on ne prenait pas ça en main au niveau de la commune. Voilà. Donc on avait fait des achats salle de sport et petit casino pour cela. Sachez qu'il y aura plus de 800 mètres carrés d'espace pour une maison de santé en cœur de village, ce que Envie de Ville avait carrément précisé et clarifié pour garder un centre-ville attractif et dynamique. Voilà, nous avons fait ce choix, et maintenant commence la phase de travail. Mais je laisse c'était pas ma question. Moi, je te réponds. Tu dis que non, y a pas la question, de vision. c'était quand c'est qu'on... La vision, on sait, on l'a. C'est quand c'est qu'on nous présente ce qui a été pensé et ce qui est demandé dans le cahier des charges. C'est tout. Je dis que le cahier des charges pour le maître d'œuvre a été fait, et le maître d'œuvre va revenir vers nous pour une réunion où ce sera présenté. Tout à fait. Donc, en fait, l'AMO, c'est un AMO, a été effectivement choisi. Et donc là maintenant, il va y avoir un travail en commun avec justement les médecins qui avaient déjà un projet initial bien pensé, même très structuré, les services de la ville, et puis aussi le service économie, puisque dans ce projet, il y a un volet qui concerne effectivement le développement économique de la commune. Donc il y a un gros travail qui va être réalisé dans les mois qui viennent, qui va démarrer très bientôt, puisque voilà, et avec un objectif, alors je crois que les travaux puissent démarrer
automne. À l'automne. Fin d'année, quoi. Voilà, fin d'année, démarrer fin d'année, puisqu'il va y avoir quand même une période de préparation des bâtiments, etc., nécessairement, par rapport à l'amiante aussi, par rapport à la chambre froide qu'il va falloir supprimer, etc. Donc il y a des travaux préparatoires. Et donc, je dirais, allez, soyons raisonnables, au tout début de l'année prochaine, les travaux vont démarrer et se termineront à peu près un an et demi après. C'est ça, voilà. De manière à ce que, effectivement, voilà. Et donc, la préparation de ce travail, en fait, va être le cahier des charges, je dirais. Donc, il y a eu un premier cahier des charges qui a été fait dans le cadre, justement, des échanges que l'on a eus avec les commerçants, pas les commerçants, mais avec les médecins, avec notre volonté absolue qu'il y ait effectivement un linéaire commercial dans l'entrée de rue, d'accord. Et puis aussi, on a consulté dans un premier temps l'architecte des bâtiments de France, etc., pour voir tout ce qui était faisable vis-à-vis, je dirais, de l'environnement dans lequel on est, d'accord. Et donc là maintenant, effectivement, voilà, dans les mois qui viennent, mais très rapidement, il va y avoir un travail de fond sur la définition réelle de l'ensemble du cahier des charges et de la structure, à la fois en termes de besoins pour les médecins et aussi en termes de besoins pour les commerces. Ok, ma demande, c'est donc le cahier des charges d'AMO. Est-ce que je peux avoir le cahier des charges d'AMO? C'est publié, ça, hein? Parce qu'on a fait un marché public. Ça a été publié. AMO, il a été publié. Oui, il est publié. Il est sur le site. Hein. Où il est? Ouais. Non, je pensais qu'à partir du moment où on avait lancé un marché public de recherche d'AMO, c'était... Il y a des communes qui affichent le marché public sur le site de la commune. Bon, en tout cas, le cahier des charges peut être... Et on a été dans le souci, justement, de faire avec, de faire ensemble, parce qu'on parle des médecins, mais moi, je parlerai plutôt de l'association, hein, puisque les médecins avaient travaillé bien en amont avec en association Val-Durance pour travailler, c'est pas à des particuliers, à des médecins particuliers, hein, c'est un groupe de médecins, d'infirmières, de kinés, voilà, c'est très large. Eric ? Par rapport à ces points-là, pour y voir plus clair, parce que moi j'ai une vision partielle, je trouve que ce serait pertinent effectivement d'avoir une présentation, mais un peu plus concrète, donc du cahier des charges, de ce qui a été retenu, de l'entreprise retenue, de son projet, et de savoir à peu près précisément voilà, quel va être l'avant-projet qui va être proposé pour consulter les entreprises, pour engager les travaux dans un an. Donc je pense que là, et je pense que tout le conseil, je ne sais pas ceux qui ont vu les documents, le programme, le projet, peut-être le pré-projet, mais ça mériterait une présentation à tout le monde. Mais en fait, on n'en est pas là. Voilà. Oui, mais l'AMO, le cahier des charges, oui. Mais il y avait déjà eu un groupe de travail là-dessus, hein, où on avait élargi avec de l'économie, des différentes associations. Il y avait les médecins, il y avait... Donc ça, c'est déjà fait. Maintenant, oui, à un moment donné, mais lorsque l'avant-projet sera défini, mais avant cet avant-projet, il va y avoir encore parce que dans le cahier des charges, je me rappelle bien avoir demandé des ateliers de travail participatifs pour créer cet avant-projet. Et puis, lorsque le temps sera venu, il sera présenté en conseil municipal si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais on n'en est pas là. Voilà. En fait, l'AMO va reprendre son rétroplanning que j'ai pas reçu parce qu'on lui a notifié que c'était lui qui était choisi après toute l'analyse. On les a reçus, chacun en entretien, etc. Donc, il va nous redonner son rétroplanning et nous présenter sûrement avant l'été une première réunion collective là-dessus. Mais c'est Philippe et Hélène qui est à la santé aussi, qui suivent ce projet et qui constitueront le groupe de pilotage. Parce qu'on ne peut pas travailler tous, hein,
c'est clair qu'il y aura donc là-dedans des élus, comme on fait d'habitude, hein, des élus de la minorité et des élus de la majorité. Il y aura des représentants des médecins, il y aura des représentants associatifs, il y aura des représentants des commerçants, et ensemble, cet avant-projet avancera. Mais en tout cas, avec les contraintes données sur le bâtiment, données par l'ABF, et nous, ce qu'on souhaite, puisque l'AMO qui a été choisi, il a été choisi vraiment par rapport à un critère, celui qui imbriquait le mieux tous ces ensembles-là, puisque c'est une maison de santé et une partie commerce. Voilà. Donc on n'en est pas là, vous allez un peu trop vite, il me semble. Juste le cahier des charges, pour moi, pour l'instant. Après, Monsieur Sambin. Oui, j'ai pas fini sur les parkings, et je voulais revenir sur ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure. Donc les parkings, voilà, j'ai cité quatre projets qui ont été évoqués. Où ils en sont? Donc avenue de la Fontaise, maison des associations, square Verdun et garage du cimetière. Mais s'ils sont là dans cette liste, ils en sont pareils au début, quoi, hein, clairement. Et l'avenue de la Fontaine, si on ne l'a pas mis, c'est parce que pareil, hein, en orientation budgétaire et un choix qu'il fallait faire, voilà, on a mis plutôt le haut du village que là. Parce qu'il y a d'autres complexités aussi là-dessus. Et donc pour revenir sur ce que disait Emmanuel, je vais m'abstenir aussi parce que oui, on a compris. Je recommence, excusez-moi. Ah non. Bon, donc il y a des solutions, on peut vous les présenter. Merci Ghislaine, sur les études de structure, on a fait des études de structure pour la commune d'Oreille, ça n'a rien coûté à la commune, tout ça, ça n'a rien coûté à la commune, et ça a été mis en œuvre, en marche la semaine dernière. Voilà, on doit pouvoir faire la même chose à Malmort, faire de l'autoconsommation, faire des choses intelligentes, et ça ne coûte rien à la commune. Bon, allez, on va avancer parce qu'on a encore d'autres rapports là-dessus. Donnez la parole à M. Sambin, puis après, je pense qu'on clôturera le débat sur le budget, parce qu'on a compris un peu les positions de chacun. Thierry a proposé de rien dépenser, moi je vais proposer de vendre. On a un budget sur les acquisitions foncières, oui. Mais c'était des questions diverses. Aujourd'hui, l'état du patrimoine, moi, je ne le connais pas complètement. Ça fait plusieurs années qu'on vote des acquisitions foncières, la maison foncière, il y a l'ancienne mairie, l'ancienne école de musique. Ça, on l'a jamais fait. Oui, non, je parle du patrimoine de la commune. On achète aussi parce qu'on préempte des terres agricoles pour pouvoir les donner, mais à un moment donné, peut-être que si on listait tout notre patrimoine et qu'on se dise, ça, c'était une priorité il y a 10 ans, on l'a acheté il y a 10 ans, on n'en a rien fait depuis, quelle est la façon de s'en débarrasser ou de le rentabiliser ou de faire pour récupérer un petit peu des sous et financer la section investissement. Donc c'est ça que je voulais savoir. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une volonté de rationaliser notre patrimoine immobilier ? Terrain ou construction? Je laisserai peut-être Sylvain sur les acquisitions agricoles au niveau des terres, avec le micro. Et puis après, je préciserai les acquisitions foncières urbaines. Pour les terres agricoles, justement, l'agriculteur qui s'est installé depuis plusieurs années, qui les exploite, est-ce qu'on ne peut pas lui revendre au prix du marché? Parce que depuis, il n'a plus besoin d'aide. Ça pourrait être un choix. Après, si derrière l'intention, c'est de rentrer de l'argent, comme tu disais,
Aujourd'hui, les terres agricoles, au mieux, elles se valorisent 1,20 € le mètre carré. C'est pas avec ça qu'on rentrera les finances. Par contre, tu demandais tout à l'heure le listing des biens immobiliers de la commune et des terres agricoles. Aujourd'hui, les services savent clairement ce qui appartient à la commune. Et concernant l'agricole, on a très peu de terres qui ne sont pas en bail agricole ou qui ne sont pas utilisées. Et concernant la partie urbaine, après c'est plutôt le domaine du maire ou quoi, mais aujourd'hui on a très peu de bâtiments qui ne sont pas utilisés, qui n'ont pas une utilité. Oui, donc je rejoins vraiment Sylvain sur la politique foncière agricole, et je pense qu'elle est bien gérée avec les biens qu'on a par rapport aux baux à ferme qui se font, avec le suivi du paiement des baux, etc. Et c'est pas là non plus qu'on va vraiment enrichir, on va dire, la commune. Concernant les biens urbains, on a bien connaissance de tous les bâtiments qu'on a. Après, on n'a jusque-là pas eu de volonté de vendre le patrimoine de la commune. Je pense qu'on se posera cette question sur peut-être des biens qui pourraient être vendus. En effet, je pense à peut-être une ou deux maisons qui demanderaient beaucoup trop de rénovation et un engagement financier pour peu de retour en investissement, puisqu'on y fait attention sur les loyers. Mais ce sera des décisions que nous prendrons ensemble, mais ce n'est pas non plus énorme. Par contre, les acquisitions foncières, là, et 25% de l'urba se retrouvent là-dessus, ce sont des anticipations pour l'avenir et des acquisitions qu'il nous faut faire cette année 2023, parce que ce sont des successions qui se règlent de particuliers, c'est déjà chez le notaire, et qu'il fallait qu'on programme vraiment ces sommes pour ne pas laisser passer peut-être des choses qu'on ne fera pas dans l'immédiat. Je pense à une acquisition foncière autour des écoles. C'est toujours pensé pour l'avenir et pour plus tard, parce que c'est toujours ce qui a été fait. Et on sait qu'on peut manquer de foncier urbain. Voilà, c'est très compliqué. Il n'y a plus grand-chose. C'est très cher. Et il faut, voilà, c'est réfléchi et c'est surtout des opportunités à ne pas laisser passer. Voilà un peu la logique qu'on a sur le foncier actuel. Mais on n'a pas un château à vendre, sinon on n'aurait plus de problème de budget. Dernière suggestion. Pour le pump track, le fameux pump track qui me fait deuil, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une présentation au CMJ de ce que c'est que ce pump track et de ce qu'on pourrait faire d'autre avec les 67 kg qui sont prévus en termes vraiment de développement durable. Voilà. Et c'est le CMJ qui nous dirait, oui, il faut faire absolument ce pump track parce que c'est fondamental pour l'avenir de la commune, ou alors il faut faire, je ne sais pas quoi, ces installations photovoltaïques ou ce service d'autopartage pour éviter qu'il y ait des voitures partout, enfin je ne sais pas quoi. Voilà, un truc innovant. Thierry, je peux te répondre déjà que ce ne serait pas 70 000 € qu'on pourrait leur mettre à disposition, parce que c'est subventionné à 80% avec les terres de jeu cette année. Oui, terre de jeu. Avec terre de jeu, voilà. Donc, mais si tu fais des petits projets, ils ne seront pas les effets d'aubaine, c'est quand même l'argent du contribuable. Que ça soit un effet d'aubaine pour faire un pump track, moi, ça ne m'intéresse pas. Non, mais après, ce n'est pas un effet d'aubaine et l'argent public, on le gère bien. Mais moi, je peux vous dire qu'au niveau des jeunes, et que ce soit, alors le CMJ sont peut-être un petit peu jeunes, mais au niveau de l'espace jeune et des jeunes qu'on avait fait, c'est exactement comme le skate à l'époque. Il s'est attendu depuis très longtemps. Et si on questionne les jeunes à ce jour,
en effet, ils souhaitent On leur a pas donné le choix. On leur a pas donné le choix. Mais on a non, dit, vous voulez un pump track? Ils disent oui. Mais maintenant, si on les amène à réfléchir, si on fait une vraie délibération sur les tenants et les aboutissants d'un projet vis-à-vis d'autres possibilités, je ne suis pas sûr du résultat. C'est comme l'extinction de l'éclairage public. Tout le monde était persuadé que ça allait faire des levées de boucliers. Eh ben non, les jeunes, ils sont peut-être plus intelligents que nous, nous vieux. Voilà. Ça, c'est petit vieux. Les propositions que je fais, oui. Un vrai débat avec les jeunes. On l'inscrira au PV. C'est bien mon vieux. La loi d'accélération énergétique, va... Toutes les communes vont être sollicitées par les services de l'État pour travailler pendant 6 mois sur les développements des énergies renouvelables. Donc vous avez la commune, comme toutes les autres, on va bientôt être sollicité. Il y a 6 mois à peu près pour travailler dessus. Donc le fait de le savoir, ça permet peut-être d'anticiper ce sujet parce que c'est très contraint en termes de réponse pour faire des retours au service de l'État. Voilà, c'est la loi de l'accélération énergétique qui va amener le service de... Alors je ne sais pas si c'est la DDT ou la DREAL qui va vous solliciter. D'accord. Mais ça va arriver très vite. Voilà. Les toitures et les parcs au sol. Hein. Donc je propose que ce rapport numéro 6, parce qu'on en a 14, on le passe au vote. Et je demande donc qui est contre? Qui est contre le budget primitif de 2023? Qui s'abstient? 3 abstentions. C'est bon les services, vous avez noté? Parfait. Donc vote à la majorité. Et je passe la parole à Bruno Laquet pour le rapport numéro 7, c'est l'attribution des subventions aux associations. Alors, l'objet, c'est l'attribution des subventions aux associations pour l'année 2023. Une association déclarée peut recevoir des sommes d'argent appelées subventions de la part de l'État, de collectivités territoriales et d'établissements publics. Les associations concourent à l'animation et à la vie locale dans les domaines aussi variés que la culture, le sport, la solidarité et l'économie locale. Pour ce faire, la commune aide ces associations dans la réalisation de leurs missions, notamment par l'intermédiaire de versements de subventions. Pour que ces aides soient octroyées, il faut qu'elles remplissent certaines conditions. L'aide sollicitée par les associations doit concerner leur fonctionnement et doit répondre aux conditions suivantes. Satisfaire un intérêt local direct pour les administrés, satisfaire un intérêt public, respecter le principe de neutralité, signer le pacte républicain et l'association bénéficiaire doit avoir la personnalité juridique, c'est-à-dire une déclaration à la préfecture et une publication au journal officiel. Conformément à l'article 10 de la loi 2321 du 12 avril 2000, toute subvention supérieure à 23 000 € doit faire l'objet d'une convention d'objectifs. Le tableau suivant présente la liste des associations et le montant de subventions proposées. Donc vous avez la liste de toutes les subventions. Je rappelle que la première colonne, ce sont les subventions de fonctionnement attribuées à l'association et qu'ensuite, les associations, dans leur dépôt de demande de subvention, pouvaient présenter plusieurs projets et 2 projets ont donc, dans la colonne 1 et dans la colonne 2, à certaines associations qui présentaient des projets, ont été accordés. Donc, peut-être, pardon Bruno, mais dire que le montant total des subventions de fonctionnement, c'est toute association confondue, qu'elle soit sportive, culturelle, scolaire, patriotique et diverses, et extérieure, c'est 76 935 € et 14 250 pour le projet 1 et 3 550 pour le projet 2. Et vous avez le détail des subventions pour chacune des associations. Alors, on va
répondre aux questions et après on demandera de sortir à ceux qui sont du coup élus mais aussi membres dans un bureau d'association, donc Monsieur Laquet, Monsieur Pigné, Hélène Janet, Gérard Béraudier, Sylvain Castagnier, Éric Bruchet, Dimitri Faro et Thierry Platon. Voilà. Donc les questions, Monsieur Faro. Donc j'ai une question concernant la légalité, concernant la petite phrase qui est en rouge et que vous venez de citer. Oui. Moi je propose qu'on la remplace par la suivante. Tout élu membre du bureau d'une association bénéficiant d'une subvention ne participe pas au vote de la subvention concernant cette association. En l'occurrence, la liste des élus que vous avez évoquée. Parce qu'on ne peut refuser le droit de vote aux élus. Donc là, je demanderai à ce qu'il y ait un contrôle de la légalité au niveau préfectoral si ce n'est pas modifié. Ah non, mais Monsieur Faro, j'en suis certaine. Et en plus, tous ces élus-là devront sortir de la salle. Oui, et il nous faudra quand même le quorum. Donc en fait, les élus doivent bien être nommés, ne pas prendre part au vote et sortir de la salle. Sinon, je pense qu'il y a une interprétation de la loi qui est erronée. Ah non, mais pas du tout. Non, mais on n'est pas d'accord alors. On le pratique systématiquement dans les autres institutions, départements ou métropoles. Donc j'en suis persuadée. Et je vais me tourner vers ma juriste pour confirmer que... Concernant l'association où la personne est membre du bureau qui ne peut pas voter, pas les autres. Tous les membres. Non, il faut le distinguer, c'est pas possible. Mais non, mais sinon on serait obligé de voter association par association. On l'a eu fait de par le passé. Hein, mais non, mais par le passé, on était des fois pas bon. Mais il y a quelques années qu'on est correct. Et là, je pense que là, ce n'est pas bon. Alors, Madame Vichard, est-ce que vous confirmez ce que j'ai dit? Non, mais... Ouais. Il va manquer alors. C'est la loi, c'est comme juridique, et il y a des réponses ministérielles qui ont été faites, notamment sur le site du Sénat ou de l'Assemblée nationale et du Sénat, je crois, pour moi, qui sont rappelées. Non, mais je ne vous conteste pas le fait que les membres d'une association, membres du bureau, ne puissent pas voter la subvention qui leur est due. Ça, effectivement... Non, ils n'ont pas à la voter. Oui, mais nous, on vote un rapport. Donc, en fait, dans ce rapport, il y a toutes les associations. Sinon, vous vous rendez compte, il faudrait que chaque association ait un rapport et qu'à ce moment... Non, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est trop compliqué, pardon. Mais c'est pas trop compliqué. Vous avez vu le nombre d'associations que nous avons. Le rapport est fait comme ça. Donc, du coup, et si le rapport est rejeté par la légalité, comment on fera? Mais il ne sera pas rejeté par la légalité. Et en quoi ça vous dérange? Moi, je vous renvoie à la question, c'est quoi le problème de faire sortir les membres du bureau? Le problème, c'est qu'il soit légal d'enlever son droit de vote à un élu quand il est partie prenante, ok. Quand il ne l'est pas, c'est autre chose. Voilà, c'est tout. Non, le rapport, c'est un rapport qu'on vote. Donc un rapport qui indique toutes les associations avec les montants. Donc nous avons listé les membres de bureaux d'association qui sont dans ce rapport. Voilà. Et on vote le total. Mais la légalité, vous verrez, la délibération reviendra correctement. Oh. Et vous êtes persuadé d'un truc. Je me tourne vers mes services juridiques qui répondent la même chose que Madame le maire. Je ne dis pas être la science infuse, mais en tout cas, sur cette délibération-là, je dis que nous votons tout le rapport et que le rapport, avec des membres du bureau de ces associations, doivent sortir. Et il nous faut le quorum que nous avons, hein, Corinne. Voilà. Donc, après avis de la Commission des finances du 27 mars, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver le montant et la répartition des subventions municipales présentées, de dire que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget principal 2023 sur l'article 65-74 à la section de fonctionnement. Donc, oui, ouais, Corinne l'a fait.
Donc, alors les questions d'abord, et après, je demanderai aux élus de sortir. Avant de sortir. Avant de sortir. Oui, juste par rapport au dossier de subvention, une remarque que j'ai fait en commission, ce serait bien, parce que là, on rappelle les conditions, mais ce ne sont pas les critères. Non. Or, quand on remplit le dossier de subvention et qu'on le remplit complètement, on a l'impression de répondre aux critères. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il faudrait que les critères soient clairement affichés, de manière à pouvoir les noter et se dire, bah, finalement, je peux répondre ou pas, et si je sais que je ne peux pas répondre, je m'évite de monter un dossier. Bien sûr. Mais je n'ai pas l'information qui me permet de... Alors, donc, nous, voilà. Et si j'ai les critères, ça me permettra, pour terminer, de pouvoir adapter mon mode de fonctionnement aux critères qui sont imposés pour un dossier de subvention. Ce n'est pas le cas actuellement, donc en fait, j'ai monté un dossier, d'ailleurs, pour rien, parce que je n'avais pas accès aux critères. Oui, on en a parlé à la commission des finances. C'est prévu que les critères soient votés en conseil municipal dans quelques temps, que les critères soient présentés aux différentes associations. Ils avaient déjà été présentés. Hein. Oui, mais pas tout. Donc les critères avaient déjà été présentés aux différents présidents d'associations, mais pour la plus grande transparence, en effet, nous voterons une délibération à venir pour présenter les critères. Hein. C'est clair, on a toujours fonctionné comme ça, c'est vraiment la totale transparence. Je remercie toute l'équipe d'avoir travaillé. En critères sportifs, il y a 12 critères. Hein, et en critères culturels, il y en a 10. Donc, qui font tourner la machine lorsqu'on inscrit à partir des dossiers de subvention. C'est un gros travail qui font tourner les sommes et qui additionnent avec les formules correctes. Et puis après, contrôler et croiser de façon à ce qu'on tienne compte de l'évolution des associations. Et si vous voyez des changements dans les chiffres associatifs entre 2022 et 2023, si vous avez fait vous-même le travail, eh bien, on se rend compte qu'en appliquant ces critères, on est vraiment dans la dynamique des associations, puisque les associations ayant augmenté d'adhérents, eh bien, se trouvent avec une subvention plus importante, tout en nous respectant quand même une enveloppe. Toute association, même aussi nouvelle, à partir du moment où elle rentrait dans les critères, avait aussi ses subventions. Donc voilà, la transparence, elle y est, le travail, il est fait, mais on ira encore plus loin avec une délibération présentant les critères que les associations connaissent. Hein, voilà, puisque les critères n'ont pas changé depuis des années que ça tourne ainsi. Hein. Je me souviens, en 2 mandats précédents, j'étais l'adjointe au sport et on avait on est d'accord, j'ai les tableaux sur mon ordinateur, il y avait un forfait de base qui a disparu, par exemple, donc ça a bien évolué. Non. Bah si, je l'ai, on l'a fait ensemble. Alors, non, si, ça n'a pas mais changé. C'est pas grave, je veux dire, voilà, l'essentiel c'est d'en parler, que ce soit précisé, ça ne l'était pas, et ça a évolué. Tu dis que ça n'a pas évolué depuis des années. Ben si, puisque le forfait de base, par exemple, a disparu. Je peux te retrouver mon tableau qui date de 2016, qu'on a fait ensemble, et ça a disparu. Non, voilà. Non. Alors, on ne va pas parler, de cas particuliers, Eric. Non, je ne te parle pas de mon cas. De pas je te parle des associations. Je me refuse de parler de mon cas particulier. Je te parle des associations et des tableaux sur Excel qu'on a fait depuis des années ensemble. Tu avais travaillé sur les sportifs et on avait complété sur le culturel. Donc les tableaux, on les a partagés suffisamment ensemble dans des réunions de travail avec Antoine, etc. Il y avait un forfait de base. Ce forfait n'existe plus, c'est tout. Ce forfait de base, il existe toujours et tu le verras quand on passera la truc. Maintenant, il n'y est peut-être plus. Non, parce qu'il est lié au nombre d'adhérents et nombre de membres. C'était pas formulé comme ça au départ. Non, un nombre d'adhérents de 1 à 10. Ça a toujours été formulé comme ça, Eric. Bah écoute, on se verra, je te montrerai le tableau. Alors, le tableau qu'on m'avait envoyé à l'époque, sur lequel on a travaillé ensemble, était faux. Non. Je les ai retrouvés, je suis allé vérifier. C'est qu'une association qui n'a pas de membres ne peut pas rentrer dans une subvention. Mais ça, je peux le comprendre.
C'est Mais simplement pas le cas particulier mais c'était pas le cas de avant, cette c'est tout. association, de ton association. Je te montrerai mon tableau de 2016 qu'on avait fait ensemble avec Antoine. On ne peut C'était pas pas le cas. accorder une subvention à une association Mais c'est pas ma question et je suis d'accord avec toi. Mais je dis que c'était pas le cas avant. Non. Eh bien, je te montrerai le tableau. Eric, j'en suis persuadé. C'est moi qui ai travaillé sur les subventions à l'époque avec Antoine. Il n'y a jamais eu de subvention de base. C'était toujours lié avec un nombre d'adhérents. Voilà, bien sûr. Eh bien, l'association qui n'a Une pas... association qui a 0 adhérent ne peut pas avoir de subvention. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce rapport? Il vaut mieux, je pense, arrêter. Oui, on est au rapport 7. Voilà. Concernant les pompiers. Les pompiers, oui. Les pompiers. Pourquoi on ne donne pas la même chose aux pompiers? Amicale des sapeurs-pompiers, tu peux répondre, Bruno? Oui, on ne donne pas la même chose parce qu'on n'a pas eu une demande pour le moment de la Roque d'Enterron. On a juste prévisionné pour la Roque d'Enterron. Ah, c'est des prévisions, ça? C'est pas des... Non, c'est pas des prévisions. Ouais, pour la Roque d'Enterron, on n'a que prévisionné. Après, ils n'ont pas la même intervention sur la commune ça, et les nombres de membres. C'est membres. l'attribution, ça. Attends, qu'est-ce qu'il y a mon papier? Je sais plus où est mon papier. Ah, tu l'as le papier? La fin du tableau. Il y en a d'autres comme ça qui ont pas... Non, il n'y a que les pompiers de la Roque. Mais là, l'objet, c'est l'attribution des subventions. Oui. Donc là, tu dis que c'est une provision pour la Roque d'Enterron? Non, ils auront cette subvention. 300. Même s'ils ne demandent pas. Non, mais en fait... En fait, Aurélia les a relancés. Ouais. Ils ont dépassé la date, mais comme ce sont les pompiers, on va verser une subvention. D'accord. Mais en fait, sur la commune, c'est pas essentiellement Sénat. non, ils ont des secteurs. Il y a Sénas qui fait un certain secteur, et ensuite après il y a la Roque d'Enterron qui fait un autre secteur. Et par exemple, Bramjean et tout ça, c'est la Roque d'Enterron. Et si Sénas n'est pas disponible, c'est la Roque d'Enterron qui intervient. Ouais, moi, c'est toujours la Roque. D'autres questions sur le tableau? Non? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander à tous ceux que j'ai nommés, vous vous en souvenez, de sortir. La chaumière, c'est l'hébergement des femmes isolées à la Roque d'Enterron. Tu lui diras quand il sera rentré, quand il vient. Tu lui rendras que... Qu'est-ce qu'il doit lui... il te donne les sons. Non, ça se voit. Il y a la vidéo. C'est pour que tu votes pour lui. C'est bon? On est au niveau du quorum? On est 15, c'est parfait. Le quorum était à 14. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, vote à l'unanimité des présents. On les laisse. Ça nous fera les vacances. Allez. On leur dit de revenir et Hélène vous présentera le rapport numéro 8. Alors, tout le monde est revenu? Non. Ah, il nous en manque. Surtout que c'est Hélène qui va présenter le monsieur. Il commence à fatiguer. Hein? Il commence à fatiguer. Ouais. En plus, après, il va y avoir les trucs des effectifs. Il ne peut plus.
Ils reviennent pas, ils ont profité d'aller aux toilettes. Ils se sont barrés. Vous avez perdu. Très bien. Alors, tout le monde est revenu, donc nous allons passer au rapport numéro 8, et c'est Hélène Janet qui va nous le présenter. Attribution d'une subvention à l'Institut Paoli Calmette. L'IPC, l'Institut Paoli Calmette, est un centre de lutte contre le cancer et constitue un établissement de santé privé d'intérêt collectif, ESPIC, régi par le Code de la santé publique. L'Institut assure des missions de niveau hospitalo-universitaire dans le domaine de la cancérologie et précisément la prise en charge globale de l'ensemble des pathologies cancéreuses pour la région Sud. L'Institut Paoli Calmette est chargé par la loi d'une mission de service public en matière de cancérologie. Ces missions sont la prévention et le dépistage du cancer, la prise en charge des patients au plan diagnostique et clinique sur la totalité de leur parcours et selon les modes de prise en charge adaptés, hospitalisation conventionnelle, hôpital de jour, hospitalisation à domicile. La recherche sur l'ensemble des aspects diagnostiques et thérapeutiques de la pathologie cancéreuse, l'enseignement et la formation continue en cancérologie. Il est proposé de soutenir à nouveau financièrement l'Institut Paoli Calmette au titre de son activité de dépistage et de lutte contre le cancer et de procéder au versement d'une subvention à hauteur de 500 € au titre de l'année 2023. Après avis de la Commission de finances du 27 mars 2023, il est proposé aux membres du Conseil municipal d'attribuer une subvention à l'Institut Paoli Calmette d'un montant de 500 € au titre de l'année 2023, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal. Voilà. Donc, si vous voyez ce rapport sorti du rapport des associations, c'est parce que c'est un institut et que nous ne pouvions pas le mettre dans le rapport des associations. Donc, ce rapport numéro 8 peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, vote à l'unanimité. Merci. Vincent Daval, le rapport numéro 9, attribution d'une subvention au collège Colline-Durance. Donc la commune de Malmort souhaite contribuer financièrement à l'organisation de 3 voyages du collège dans les pays suivants, donc enfin plutôt les villes, Berlin, Venise et Barcelone. La participation financière est définie à hauteur de 50 € par élève inscrit au voyage organisé par le collège. Donc pour Malmort, on a 71 élèves au total, d'où un montant de 3 550 €. Après avis de la commission des finances du 27 mars 2023, il est proposé aux membres du conseil d'attribuer une subvention au collège de 3 550 €, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette attribution? Oui, monsieur Sambin. Je n'ai pas une question, c'est une précision, parce que si je n'avais pas posé la question en commission, je n'aurais pas su ce qui se passait. On est d'accord que c'est exclusivement à destination des enfants malmortés et que les autres communes qui envoient leurs enfants dans le collège ont pris la même délibération. Tout à fait, c'est les montants identiques pour les 3 communes. Tout le monde des communes donne pour l'enfant concerné 50 €. 50 €. Donc ça, c'est une décision que nous avons prise entre les différents maires de Vernègue, Alens et Malmort pour justement être sur la même somme parce qu'après, ils globalisent au niveau du collège. Et du coup, on a eu vraiment les remerciements de la principale pour
ces subventions conséquentes qui font baisser le coût des voyages pour les élèves. Voilà. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc unanimité. Merci. Le rapport numéro 10, c'est Virginie Artero qui nous le présente pour la subvention à l'association Vivons Ensemble. Subvention et convention d'objectifs 2023 à l'association Vivons Ensemble. Une association déclarée peut recevoir des sommes d'argent appelées subventions de la part de l'État, de collectivités territoriales, d'établissements publics. L'association Vivons Ensemble est une association malmortaise ayant pour but initial d'encourager l'innovation et les actions d'éveil au développement rural. Il s'agit de mettre à disposition de la population un lieu de rassemblement des informations pouvant devenir un véritable centre de ressources et de réflexion. L'association a mis en place un accueil périscolaire des enfants de la commune de la maternelle au CM2 avant et après la classe pour répondre aux besoins de fonctionnement de cet accueil périscolaire et favoriser son développement. Un partenariat étroit a été établi entre la commune et Vivons Ensemble avec pour objectif de pérenniser un accueil de qualité grâce à la réalisation d'activités pédagogiques et la mise à disposition d'un goûter le soir, respecter la réglementation de la direction départementale jeunesse et sport, conformément à l'article 10 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, toute subvention supérieure à 23 000 € doit faire l'objet d'une convention d'objectifs. La convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la commune de Mallemort apporte son soutien aux activités d'intérêt général que l'association entend poursuivre à son initiative, conformément à ses statuts. Après avis de la Commission des finances du 27 mars 2023, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention de 70 280 € à l'association Vivons Ensemble pour l'année 2023. D'approuver la convention d'objectifs annexée, de dire que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget principal 2023, compte 6574, chapitre 65. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette subvention? Oui, voilà. Micro. Pour les enfants? Oui, bien sûr. Oui, et elle est de combien, s'il vous plaît? Alors, ils ont un tarif dégressif au niveau des heures et du quotient familial. Voilà. D'accord. Et en gros, en moyenne, ça fait combien par famille? Je n'ai pas souvenir, on va aux assemblées générales, mais c'est l'association qui gère ça. Un peu moins cher, c'est? Mais ouais, d'accord. Oui, Monsieur Platon. Oui, moi j'ai juste une remarque, rien contre cette convention, mais c'est une convention d'objectifs et aucun objectif. C'est pareil pour la suivante, hein, sur la crèche. Combien d'enfants? Quels horaires? Voilà. Qu'est-ce qu'on attend de l'association? C'est quoi les engagements? C'est quoi les objectifs? Voilà. Bon, c'est juste une remarque. Hein. C'est pas tellement débattre. Non, mais c'est pas. Non, ça s'appelle comme ça parce que ça s'appelle convention d'objectifs, mais ça n'a rien à voir avec les objectifs qu'on poursuit, qu'on demande. C'est juste ce qui nous lie entre nous. Nous, on n'a pas d'action sur l'association à dire vous avez tant d'enfants, vous devez en objectif arriver là. Non, ce serait de l'ingérence dans l'association. La convention d'objectifs, c'est comme ça que ça s'appelle, mais en tout cas, elle fixe juste. Voilà l'objet de la convention. Il pourrait y avoir les heures d'ouverture, des trucs généraux comme ça, le nombre d'enfants. Une crèche, elle ne peut pas recevoir 50 enfants. C'est marqué.
Où ça? Sur l'article 6. Article 6. Article 6. Période d'occupation, il y a le nombre d'enfants. Excusez-moi. Le nombre d'enfants parce qu'ils sont agréés, agréés jeunesse et sport. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, unanimité. Le rapport numéro 11, il y a une petite coquille, il n'est pas noté numéro 11, mais notez-le. C'est Roxane Tibadi qui nous présente la subvention de la convention d'objectifs à l'association La Crèche par l'association Les Oasis. Subvention et convention d'objectifs 2023 à l'association La Crèche Les Oasis. Une association déclarée peut recevoir des sommes d'argent appelées subventions de la part de l'État, des collectivités territoriales, d'établissements publics. La crèche L'Oasis, dont le service est assuré avenue Charles de Gaulle 13 370 Mallemort, a pour objectif de gérer un lieu d'accueil, d'éveil et de vie pour les enfants. L'association assure le fonctionnement de cette crèche conformément aux dispositions prévues par la réglementation. La crèche est agréée par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Direction départementale, Action sociale, après avis de la Commission communale de sécurité. Elle est contrôlée par la CAF des Bouches-du-Rhône. C'est dans ce contexte que la commune de Mallemort a décidé d'apporter son soutien à l'association L'Oasis avec pour objectif de respecter sa liberté d'initiative ainsi que son autonomie, de contrôler la bonne gestion des aides publiques par la mise en place d'un dispositif de contrôle et d'évaluation de leur utilisation. Conformément à l'article 10 de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000, toute subvention supérieure à 23 000 € doit faire l'objet d'une convention d'objectifs. La convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la commune de Mallemort apporte son soutien aux activités d'intérêt général que l'association entend poursuivre à son initiative, conformément à ses statuts. Après avis de la Commission des finances du 27 mars 2023, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention de 50 000 € à l'association Oasis pour l'année 2023, d'approuver la convention d'objectifs annexée, de dire que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget principal 2023, compte 6 574, chapitre 65. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur cette subvention? Oui, Paula. Micro. L'association Oasis, c'est anciennement les assos, c'est ça? Non, c'est pas tout à fait. La crèche s'appelle toujours les AOSO. Ah, d'accord, et ok. l'association Oasis gère la crèche. Et c'était qui l'a géré alors avant? C'était Emmanuel qui était présidente des AOSO. Mais c'était une association? Ah non, c'était... C'était aussi associatif, oui. D'accord, voilà. Mais c'était géré par des élus. D'accord. Et par rapport aux anciennes subventions, c'est toujours la même, à peu près le même montant? Alors, rappelez-vous, non, c'était beaucoup plus élevé. Oui, c'est ça. Mais parce qu'on avait le reversement CAF. Et maintenant, le versement CAF, ils l'ont directement. Donc là, ils ont un reversement CAF de 69 363 €. Donc en fait, c'est déduit de la subvention qu'on accordait, puisqu'avant, la CAF versait aux communes. Enfin, versait au CIVU, qui après le reversait aux communes. Donc, voilà. Et sinon, au niveau des tarifs de cette crèche, la contribution des familles, elle est à la hausse, à la baisse, elle est stable? La contribution des familles, c'est pareil, c'est l'association qui le gère et qui fixe ses tarifs en assemblée générale. Ah, c'est des tarifs fixes là, c'est pas comme Vivons Ensemble, c'est pas... Si, mais Vivons Ensemble aussi, c'est des tarifs qui sont présentés en assemblée générale. D'accord. Voilà. Ok, ça va. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, unanimité. Alors, le rapport numéro 12, on le passe chaque année. C'est la création des emplois saisonniers pour 2023. Donc, je vous propose de passer cette délibération pour pouvoir assurer un été par rapport à un surcoût, bien entendu, d'activités que nous avons. Donc, nous faisons surtout des emplois jeunes et nous avons cette politique de premier emploi pour les jeunes de la commune. Donc, nous demandons 20 emplois au service technique
Et à la commission finances, il avait été demandé de préciser ce que c'était. Eh bien, c'est 2 emplois mineurs, c'est-à-dire mineurs pour les jeunes, par semaine, avec un temps de travail de 35 heures, parce que 20 emplois, ça pourrait être énorme. En fait, c'est 2 jeunes par semaine qui en bénéficient. 2 emplois d'agents polyvalents au service technique festivité par rapport à cet été. À la piscine, c'est 4 emplois de maîtres nageurs. C'est 4 emplois de surveillants de baignade. C'est 2 emplois de caissiers, coordonnateurs piscine. Et c'est 30 emplois d'agents d'accueil. Là, ce sont les jeunes. Et c'est 6 emplois mineurs par semaine. Et 2 emplois d'agents techniques pour l'entretien des bassins plages. Voilà. Donc, le conseil municipal acte qu'en l'absence de candidat domicilié à proximité de la commune, il sera possible d'attribuer un logement de fonction. Ça, c'est par rapport aux maîtres nageurs. Donc, on laisse cette possibilité. Je ne vous cache pas que c'est très difficile de recruter 4 maîtres nageurs et 4 surveillants de baignade. Nous avons mis des affiches et nous faisons des appels. Voilà, nous allons les chercher parce que pour le moment, nous n'avons pas le compte pour la piscine de cet été et on commence à s'inquiéter. Donc, dans les autres services, nous aurons 3 emplois d'agents d'accueil à la médiathèque. Là aussi, ce sont des jeunes, un emploi étudiant qui restent 3 semaines, le temps de s'adapter au fonctionnement de la médiathèque. Un emploi d'ASVP à la police municipale, c'est pour garder la sécurité et tranquillité, vacances, avec des équipes de 2 et des changements d'horaire. Et un emploi d'agent d'accueil à la Maison du Pays par rapport à ce que nous avions avant aussi au niveau de l'Office du tourisme. Voilà, nous précisons les conditions de sélection par rapport au dossier posé. Et je vous demande de m'autoriser à recruter ces agents non titulaires pour les besoins saisonniers et de dire que les dépenses sont inscrites au budget principal 2023, chapitre 012. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Sambin, oui. On ne peut pas ouvrir une piscine si on n'a pas les maîtres nageurs. Donc, c'est pour ça que nous sommes vraiment proactifs sur cette recherche-là. Je sais que c'est le cas dans de nombreuses piscines. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas d'examen maître nageur BNSSA suite au Covid. Et conserver des équipes, c'est complexe. Donc, on ne peut pas ouvrir une piscine si on n'a pas les maîtres nageurs qu'il faut. Ouais. Donc, il nous reste encore du temps, mais eh oui, tout se mettra en chaîne, quoi. Ouais, il y a 6000 offres d'emploi de maîtres nageurs en France. Et pas de candidats. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce rapport? Non? Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc unanimité. Le rapport numéro 13, c'est la suppression d'emplois permanents et non permanents et la création d'emplois permanents et la mise à jour du tableau des effectifs. Donc, vous voyez, alors je rappelle toujours parce que la liste est grande, mais nous avons un tableau d'effectifs et nous profitons de ces quelques rapports dans l'année pour lifter, on va dire, notre tableau. Donc attention, ce ne sont pas des suppressions d'emplois, ce sont des changements. Hein, on ne se sépare pas de 2 policiers municipaux, on ne se sépare pas de 4 agents techniques, on ne se sépare pas d'un chef d'équipation loisirs. Voilà, c'est en fait des changements de grade ou de fonction. Et nous avons listé le tableau avec tous les emplois permanents supprimés. Le deuxième tableau, c'est les emplois non permanents. Donc,
Toujours gestionnaire des finances, gestionnaire festivités, gestionnaire RH, agent polyvalent DST. Toujours dans les suppressions. Et ensuite, la création des emplois permanents. Donc, 2 agents polyvalents vie éducative, un agent polyvalent ST, un chef d'équipe bâtiment, un secrétaire administratif chargé d'accueil, un directeur des ressources humaines. Donc, on le voit, là aussi, il y a des changements, bien entendu, de grade. Et il y a une volonté de titularisation de 2 agents de vie éducative et de 2 agents ST, puisque nous les avions comme contractuels et qu'ils passent en stagiairisation et après leur année de stage en titularisation, si bien entendu toujours ils servent la commune avec excellence. Et il nous faut les inscrire au tableau des effectifs. Donc c'est pour ça que vous avez le tableau ici présent, où les cases grisées sont celles où on voit les agents arriver, hein, supprimés ou créés. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc dans cette délibération, on a expliqué aussi le cas 1, le cas 2, parce qu'il faut que pour nos délibérations soit fiable et qu'elle soit acceptée en toute légalité. Voilà, c'est assez technique, mais en tout cas c'est inscrit comme ça, parce que lorsqu'on recrute comme ça, on a affaire des fois à des points, et K1, K2, il faut que ça soit inscrit ainsi. Donc après avis de la commission RH du 23 mars, il est proposé de modifier et d'approuver le tableau des effectifs ci-joints avec ses suppressions et ses créations. Est-ce que vous avez des questions? Non? Tout est clair? Parfait. Si c'est clair, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, vote à l'unanimité pour le lifting du tableau des effectifs. Le dernier, le rapport 14. C'est lorsque on a besoin, on approuve des garanties d'emprunt sur nos logements sociaux. Et là, il s'agit d'approuver la garantie d'emprunt à la Grand Delta Habitat pour le financement d'une opération de construction neuve de 15 logements locatifs sociaux au hameau de Florent. Tout le monde voit où est le hameau de Florent, sur la route Joliot-Curie. Et c'est une délibération que nous devons prendre en commune pour après être prise aussi en métropole, puisque nous avons cette garantie d'emprunt doit être d'un montant de 1 950 654 et la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci, sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts. Je rappelle que tout ce qu'on passe est lié à la Caisse des dépôts et consignations. La collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer à défaut des ressources nécessaires à ce règlement. Article 3. Le Conseil s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer en cas de besoin et des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Vous voyez qu'il s'agit d'approuver la dite convention, d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention. Et peut-être, avant que M. Sambin me repose la question sur les garanties d'emprunt, dire que dans le budget que vous avez vu de la page 102 à 106, vous avez le tableau des garanties d'emprunt et que pour tous les logements sociaux, dans la page suivante, le tableau est à 0 parce que, bien entendu, elles ne sont pas prises en compte. Hein, voilà, donc soyez rassurés sur ces garanties d'emprunt. Le chiffre peut nous faire peur, mais en tout cas, c'est clairement
une procédure classique de garantie d'emprunt demandée à la commune et à la métropole. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport 14 ? Moi, j'ai une question qui m'inquiète un peu, c'est qu'avec tous ces logements sociaux, tous ces bâtiments qui vont être créés tout autour du village, il va y avoir des quantités de gens nouveaux au village. Est-ce que nous aurons les structures médicales? Est-ce que nous aurons des crèches supplémentaires, des classes supplémentaires? Est-ce que toute la structure médicale, infirmiers, qui à l'heure actuelle, nous n'avons plus d'infirmiers pour soigner les malades du village, est-ce que ça c'est prévu? Alors je laisserai Zulika ou Virginie répondre, puisque ce sont nos élus au social et qui sont vraiment actifs dans... Les logements sociaux, ils sont déjà très bienvenus, ils sont très attendus. Je disais simplement que ces logements sociaux à venir sont très importants, ils sont très attendus, parce que nous avons déjà une liste assez conséquente de demandeurs de logements sociaux qui sont des malmortés. Donc ce sera déjà en priorité des malmortés que l'on logera dans ces logements. Ce ne sera pas forcément des gens extérieurs. En priorité, sûrement. Et combien de logements pour les malmortés dans les complexes, par exemple le complexe Ludo, le complexe les Semailles et autres? Combien de logements pour les malmortés? Pour le coup, Ludo, c'est du privé. C'est pas du logement social purement. Il y a une partie. Sur chaque OAP, il y en a 50%. Oui. Mais pour le coup, effectivement, nos listes sont longues. Et comme l'a dit Madame la Madame, oui, ce sont vraiment des malmortés. Il n'y aura que des malmortés là-dedans. Il se pourrait bien. Et le promoteur est d'accord, tout le monde est d'accord. Absolument. Les bailleurs sociaux. Il y a un bailleur social. Hein. Alors, bien sûr. Moi, nous travaillons de la main dans la main avec eux, justement. Voilà, c'est ça. C'est pas acquis. Hein, c'est pas pour comme ça facile, etc. Par contre, c'est pour ça que je félicitais les élus au social qui s'occupent du logement et pas que. C'est du travail de proximité avec les bailleurs sociaux. Et il y a des attributions de logements qui sont en répartie entre le bailleur social, la commune, le département et la métropole. Donc en fait, c'est aussi un travail de ma part auprès de la métropole et du département pour ces attributions et que ces attributions reviennent aux communes. Et ça, c'est acté de par la présidente du département et de la métropole. Et j'oublie, les logements préfecture. Et le logement préfecture est peut-être le plus difficile à ce que ça soit attribué aux malmortés. Pourquoi? Parce que ce sont des logements d'AO. Et on travaille à justement que les malmortés qui relèvent de l'AO puissent faire leur dossier, parce que la préfecture placera des malmortés d'AO lorsque il y aura des logements préfecture. Actuellement, si on ne fait pas ce travail, il y a quelques logements, et notamment préfecture, où on a des demandes d'extérieur. Mais des demandes d'extérieur, attention, hein, c'est Nas, Salon, Alès, Vernègue, parce que quand les candidats posent leur dossier, certes, ils inscrivent Malmort, mais il y a des gens d'Alès qui inscrivent Malmort aussi, qui a un rapprochement. Et ça peut être aussi des gens initialement malmortés qui ont dû partir pendant un temps donné pour une raison quelconque et qui souhaitent revenir sur leur village d'origine aussi. Voilà. Et en plus, sur ces communes, parce qu'il faut une commune de plus de 5000 habitants pour avoir les logements sociaux, donc que ce soit Charleval, Vernègue ou Alès, même s'ils en ont quelques-uns un petit peu, hein, ils ne sont pas obligés d'en avoir. Mais voilà, donc on a aussi des personnes qui veulent se loger là-dessus. C'est bien ce que je dis, la population va grandir, va grossir, puisqu'on accueillera des gens de Vernègue, d'Alens et ailleurs. Non. Alors, je me suis mal exprimée, mais je pense qu'il faut aussi ouvrir et accueillir tout le monde. Mais clairement, avec les listes que nous avons de malmortés qui demandent un logement social, je rappelle, 80% des personnes sont éligibles au logement social. Il ne faut pas l'oublier.
Donc ça fait beaucoup de personnes qui demandent ça. Ils ont du mal à se loger. Eh bien, nous logeons pour le moment vraiment sur toutes nos opérations, essentiellement des Malmortais. Et nous n'avons pas pour autant, alors qu'on a quand même quelques opérations qui sont arrivées depuis, une augmentation au niveau scolaire, au niveau problématique santé, etc. Donc il ne faut pas le diaboliser. Et les opérations qu'on fait, elles sont toutes de 15, 20 logements maxi, donc elles sont tout à fait raisonnables. Et je rappelle qu'on est très loin de Marseille et que les gens de Marseille ne veulent pas venir à Malmort. Moi, je ne parle pas de Marseille, mais simplement de la population qui augmente. À l'heure actuelle, je m'occupe de certains malades dans le village et je n'arrive pas du tout à leur trouver un infirmier depuis un an. Oui, mais ça, c'est le problème du désert médicaux et justement du travail qu'on a à la maison de santé. Ce n'est pas le problème des logements sociaux. Attention, il ne faut pas qu'on fasse ça va grossir l'amalgame là-dessus. Non, non, on ne grossit pas, clairement. La population est vieillissante. Nous avons plus de décès que de naissances. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. On avait dit que c'était Covid. Bon, là, ça continue. Et voilà, on ne grossit pas. On le voit bien au niveau des écoles et des demandes. Oui, Virginie. Et il est important aussi de savoir que bien souvent, ce sont de jeunes gens qui quittent le foyer familial, mais qui sont Malmortais, qui ont besoin d'avoir leur propre logement. Après, des gens qui sont hébergés. C'est souvent des situations de ce type. Donc, c'est des gens qui vivent déjà sur la commune, qui ont des appartements dans le parc privé et dont les loyers sont trop élevés. Des gens qui ont des logements insalubres, qui viennent du parc privé. C'est souvent du relogement. Mais ce sont des gens qui vivent déjà sur la commune. Clairement, c'est l'habitat privé qui fait croître la population. Ce n'est pas le logement social. Hein. Et l'habitat privé, il croît beaucoup plus vite que le logement social. Mais c'est pour ça que dans toutes ces OAP qui arrivent, on avait demandé 50% de logement social. Et M. Sambin disait, je croyais que c'était 25. Oui, c'est 25. Sauf qu'on a été plus exigeant sur ces OAP, 50%, pour justement, après aussi, limiter l'habitat privé. Et dans le hameau de Florent, eh bien, il y a 15 logements sociaux et 15 villas qui se sont faites. D'autres questions? Alors, on peut passer au vote sur, je rappelle, la garantie d'emprunt. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention? Vote à la majorité. Voilà. Donc, peut-être savoir si vous avez des questions sur les... On a fini pour les rapports, sur les décisions du maire. Et après, je vous donnerai quelques infos diverses. Gérard, oui, rapproche le micro. Oui, sur la décision 2023-42, il y a une erreur de montant, je pense. Alors, on regarde. 42. Il va y avoir un en plus. Ouais. 1110 sûrement. Oui. Comme Gérard est à la culture, hein, il le sait. Ouais. Merci. On le corrige. D'autres délibérations, décisions? Paula? Le micro. 48. Quel numéro? 48. 48. 48 et 51, puisque c'est la même personne. Enfin, oui. C'est le même. C'est quoi ça? C'est toujours notre avocat, hein, l'ex-mixte. Oui. Donc, le premier est une défense au niveau d'un agriculteur. Donc, voilà, on défend nos agriculteurs dans les demandes qu'ils font. Donc, on sollicite la société Lexmix, qui est notre avocat, pour la défense de ce dossier. J'ai pas compris. J'ai pas compris. On attaque ou on défend qui? Un agriculteur ou les agriculteurs? Non, on représente l'intérêt de la commune
pour un agriculteur. Voilà. Ah, contre un agriculteur? Non, pour un agriculteur. Pour la décision du préfet. Ah, on attaque le préfet. On fait un recours sur le préfet. Tout à l'heure, on me dit que c'est pas possible, vous le faites. Ah, on attaque le préfet? Ah ouais? Le préfet fait un recours et d'accord. Ok. On défend une position d'un agriculteur. Et le deuxième, eh bien, là, c'est la commune qui se défend sur, en fait, une divergence de vue entre une copropriété au domaine de Pont-Royal et la FUL, donc sur, comment dire, sur un avis de comité architectural. Donc, mais on est quoi là, par rapport à ces deux structures qui sont privées? Alors, non, parce que en fait, c'est un accord d'urbanisme que la commune avait fait. Donc, du coup, on défend la commune sur cette position. Voilà. Et c'est un litige entre une copropriété et la FUL. Voilà. À propos d'une DP donnée à cette copropriété. Toujours de l'urbanisme. C'est quoi une DP? Comment? DP, c'est demande de travaux. Ah. DT. DT. Parce que DP, c'est demande de permis. DT. Voilà les deux recours où l'avocat travaille à cette défense. Ça serait possible d'avoir une synthèse de toutes les affaires juridiques en cours et en y associant les coûts? Peut-être que il y a des fois, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. On a moins cher d'avocats. En fait, c'est pas tellement la tendance actuelle, parce que il n'y a pas d'arrangement possible en urbanisme. Ce sont les règles. Et du coup, après, quand on a c'est que des problèmes d'urbanisme. Soit un recours oui, souvent. Ouais, c'est que des problèmes d'urbanisme. D'autres décisions précisées? Monsieur Faro, le micro. J'aurais une question à vous poser en fait concernant la modification du numéro 2 du PLU. J'ai vu que dedans il était demandé l'autorisation désormais sur certaines zones de R+2. C'est-à-dire qu'on pouvait maintenant faire 2 niveaux. Et je voulais savoir votre position vis-à-vis de ceci. Est-ce que vous défendez cette modification ou est-ce que vous y êtes opposé? Alors, le commissaire enquêteur a terminé au 31, donc on n'a pas encore le retour de toutes les précisions là-dessus. Non, on est plutôt sur du R+1 sur la commune. Je pense que ce R+2 qui avait été demandé était peut-être dans le cadre de logements particuliers sur des OAP. Je ne sais pas exactement, mais on attend le retour du commissaire enquêteur pour donner l'avis de la commune sur chaque point de précision qui ont été apportés. Là, on a eu les personnes publiques associées en réponse et on attend les personnes qui sont allées aux différents rendez-vous là-dessus. D'accord. Je pense qu'il faudra s'y opposer fermement parce que ça change complètement la physionomie de la commune. Oui, mais je pense que c'était pas sur toute la commune le R+2. Même si c'est pas sur toute la commune. C'était un truc très particulier. Je ne peux pas vous répondre comme ça, mais en tout cas, j'y serai vigilante parce que bien sûr, le R+2 n'est pas tout à fait envisageable, mais on a quand même la loi de densification à voir et peut-être qu'on avait déjà un bonus de constructibilité pour certains logements sociaux. Je pense plutôt que ça rentre dans ce cadre-là. Dans ce bonus de... Il faut qu'il y en ait, effectivement, mais ce n'est pas précisé uniquement du social. C'est-à-dire que s'il y a 25%, ça passe. Non, mais de toute façon, je n'y suis pas favorable sur toute la commune. Voilà une réponse claire, comme je les aime. Oui, concernant
la modification numéro 2 du PLU. Bon, on a organisé, la Parole aux citoyens a organisé une réunion. Il y a eu pas mal de remarques. Cette modification, elle a été lancée sans concertation. Elle n'est même pas passée en conseil municipal. Elle n'est même pas passée dans la commission urbanisme. Et donc, bon, il a... Oui, c'est pas bien. Ce qui serait bien, c'est qu'avant qu'elle soit définitivement arrêtée, il y ait effectivement un minimum de concertation et de passage en commission urbanisme et qu'elle soit votée aussi et qu'elle fasse l'objet d'un vrai débat, pas un truc d'entérinement, d'un vrai débat au conseil municipal, enfin, ou avant, mais enfin, arrivé comme ça, on a découvert par hasard cette modification. Non, enfin, si. Je suis désolée, on a quand même fait des communications là-dessus. Mais non, mais quand elle a été lancée, moi, ce que je regrette, c'est que ça a été lancé, ça a été lancé sur la base de demandes particulières qui étaient issues du traitement des dépôts de permis ou des choses comme ça. Et il n'y a pas eu de réflexion sur l'intérêt général et sur les évolutions qu'il y a pu y avoir depuis 6 ans, depuis 2017, et on aurait pu entrer des choses dans cette modification qui correspondent de plus à l'intérêt général et à l'évolution de la commune depuis 6 ans. Voilà, c'est tout. Ben, je me porte en faux sur ce que vous dites, parce que en fait, ce n'est pas du tout l'intérêt des particuliers qui a été mis en avant, mais plutôt un travail par les services de tous les retours à chaque fois qui étaient un problème pour établir soit des DT, soit des PV, soit des dépôts de permis, etc. Et on se rend bien compte que le PLU a besoin de cette évolution et que il y a eu l'évolution numéro 1, numéro 2. Il y en aurait une numéro 3 à venir que j'appelle de mes voeux, mais malheureusement, on doit travailler en PLUI, donc la métropole est plutôt maintenant sur le PLUI avec toutes les autres communes que des modifications de chaque commune. Donc vous voyez comment on va arriver à s'organiser. Mais en tout cas, je me porte en faux dans ce que vous dites, et vous l'avez dit, je l'ai vu dans les premiers rapports au commissaire enquêteur. Non, cette modification, elle n'est pas pour arranger un tel. Elle est pour l'intérêt général dans l'évolution du PLU à partir de tous les éléments que le service a notés. Après, vous êtes dans l'utopie totale en disant on va travailler ça en conseil municipal. Je vous laisse imaginer, je vous donne tout le PLU, et on est 29 autour de cette table à dire qui veut sa modification, qui veut si, est-ce que c'est ça l'intérêt général, etc. Non, il y a des fois où le participatif et les ateliers participatifs sont quelque chose d'extraordinaire pour arriver à un projet porté tous ensemble, mais il y a des fois où on est en plus là dans de la technicité d'urbain. Je peux vous dire que voilà, il faut vraiment être au cœur de l'urbanisme pour avoir ces modifications-là, qui sont à la marge, qui sont sur des réglementations, qui sont... Alors, la Parole aux citoyens, elle a fait un travail de titan avec 17 pages présentées au commissaire enquêteur. Il y a des choses qui sortent de la modification numéro 2. Et quand on traite une modification numéro 2, on ne parle que de la modification numéro 2. Si on parle d'autres choses, de toute façon, ça ne sera pas pris en compte et le commissaire enquêteur mettra dans sa réponse sans intérêt par rapport à un truc. Donc voilà. C'est bien ce que je reproche. Comme il n'y a pas eu de réflexion ou de consultation préalable, il y a un certain nombre de points qui auraient pu être rentrés dans cette modification, qui correspondent à l'intérêt général. Je n'ai pas dit que c'était pour arranger des gens. J'ai dit que ça correspondait à des demandes particulières. C'est pas pareil, hein. Donc il ne faut pas déformer mon propos. Ça, vraiment, et par contre, ces modifications sur la végétalisation, sur des choses générales, elles auraient pu être mises dans cette modification et on n'a pas eu l'occasion de la faire parce qu'on a découvert par hasard que la modification était lancée en lisant des rapports de la métropole. Voilà, c'est tout. C'est votre avis. Allez. C'est la vérité.
C'est ta vérité, c'est pas pareil. Ah ben, dites-moi quand c'est qu'il y a eu une réunion de commission urbanisme ou de conseil municipal qui a lancé cette modif. Je vous dis que c'est pas possible là, mais en tout cas, ça a été fait à l'interne. Voilà. Vous n'êtes pas associé. Une autre chose. Vous pouvez le regretter, mais c'est comme ça. Vous êtes associé à beaucoup de choses. Dernier point. Il y a, oui, les modifications, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, les modifications qui concernent une seule commune, plutôt les délibérations qui concernent une seule commune à la métropole, doivent avoir un avis du conseil municipal concerné au préalable. Voilà. Et donc, cette modification, il faudra bien qu'elle passe en délibération ici. Attendons le rapport du commissaire enquêteur et la fin des étapes derrière. Il y aura sûrement une délibération là-dessus pour acter que la modification numéro 2 est approuvée dans son entier ou non. Mais en tout cas, oui, mais ce sera le temps d'après. Et il aurait dû avoir une délibération pour mettre en modification la numéro 2 du PLU. Il aurait dû y avoir une délibération de la commune. Alors, juste des informations. Rapidement, le 30 avril à 11h30, il y a la commémoration sur la Journée nationale des victimes et héros de la déportation. Si vous avez vos agendas. Le 8 mai, la commémoration de 45. L'invitation va partir. Le 21 mai, c'est la foire de printemps, un dimanche à Malmort. Le 3 mai, en salle d'Annie, c'est le bilan mi-mandat. Et le prochain conseil municipal sera le 31 mai. Voilà. Donc vous avez toutes les infos. Moi, j'ai une question à vous poser. Oui, alors j'ai pas eu de questions écrites, donc on peut faire peut-être... mais pas longtemps. C'est tard. Hein. Au niveau des allées du cimetière, il y a l'herbe qui pousse. Et il y a un très gros problème où les gens râlent énormément. C'est que la société qui coupe cette herbe projette toutes les pierres, tout le gravier sur les tombeaux. Et tous les tombeaux seront couverts de pierres. Et ça provoque même de la casse au niveau des porcelaines, des photos et des objets en porcelaine que les gens mettent sur les tombes. Ok, c'est le service technique, hein, c'est pas l'entreprise. L'entreprise, oui, mais je vous le fais savoir. Elle taille les il faut le gérer. Mais voilà, on est. L'adjoint qui est au patrimoine, je sais pas qui c'est, doit le contrôler. Moi, je l'ai été, c'est pour ça que je me permets de le dire. Ouais, ça a changé aussi à l'époque. Hein. On est maintenant sur le zéro phyto, on est sans pesticides jusqu'au cimetière. Donc voilà, on a pris... Oui, il y a d'autres systèmes. L'herbe n'est pas sale, l'herbe peut être tondue, coupée, et on commence à avoir justement... Mais il faudrait voir qu'il y a un autre système d'appareil qui ne projette pas de pierre. Après, une autre question. Dans le vieux village, il a été mis donc les nouvelles lumières LED. Oui. C'est très bien, mais je ne comprends pas que les LED qui ont été choisis font juste un halo dessous la lampe. C'est-à-dire que ces LED ne soient pas rayonnants. Alors, ce qui fait qu'il y a plein de parties qui sont dans le noir dans les rues de Malmort. Ça s'appelle la lutte contre la pollution nocturne. C'est la loi. Juste un halo? Oui, c'est la loi. Dessous. Le micro. Et ça doit éclairer le sol et pas le ciel ni les nuages. Donc là aussi, entre les deux ronds de sol, les gens ne voient rien. Oui, il faudra les torches, ouais. Eh bien oui, je pense que les LED... il faudrait que vous veniez un peu dans le haut du village, ce serait bien. Hein. Il faudrait venir voir un peu ce qui s'y passe. Hein. Tu es là-dessus. Doucement. Alors je vais te donner la réponse. Il y a 4 ou 5 sortes de luminaires différents. Il aurait fallu faire une étude par
par support. Les supports sont fragiles. Tu as une chance sur 2 de les casser quand tu les démontes. Ça nous aurait revenu à la fin, parce que tu sais très bien que souvent, c'est l'heure de travail qui coûte plus cher que le matériel. Donc je pense que ça nous aurait revenu beaucoup plus cher que ce qu'il y a actuellement. Et en plus, comme on a le système de gestion des lampadaires, c'était pas adaptable sur les autres. Voilà. Et en plus, il y a une garantie aussi. Et la garantie qu'on n'aura plus. Comment ils font les autres? Comment font les autres communes? Eh bien, alors attention. Ils n'ont pas ce système-là? Thierry, vraiment, comparer systématiquement aux autres communes, c'est pas une bonne chose non plus. Chaque commune a sa spécificité. Nous, dans le haut du village, les lanternes étaient très anciennes. Et la proposition qui a été faite, c'était ça. Parce que le fournisseur qui nous l'a proposé avait d'autres communes qui avaient voulu conserver leurs vieilles lanternes et qui sont revenus après parce que justement, il n'y avait pas cette possibilité de jouer sur l'intensité et il n'y avait plus de garantie et ça leur coûtait trop cher. Donc voilà, je pense que c'est vrai que ça fait du changement, que tout le monde est plutôt hostile au changement a priori. Je pense que c'est notre rôle d'expliquer pourquoi et c'est une question de coût, de modernité pour après et de garantie. À partir du moment où on a tous ces éléments-là, eh bien, banco, on va vers le changement des lanternes. Et les lampions qui sont sur pied, c'est-à-dire les lampadaires, ils vont être virés aussi? Oui. Ils le sont avec les lampadaires en haut, mais les jolis pieds, là, les jolis pieds. Non, il y a des poteaux qu'on garde, non? Non, ils sont tous changés. Mais le problème, c'est que dès que tu dévisses, tu les casses. C'est de la fonte. Dès que tu commences à en dévisser un, tu le... Là, ils avaient voulu... Comment font les autres communes? Je te rappelle. Bon, c'est pas la peine. De toute façon, dès qu'on dit quelque chose, il faut que tu dises le contraire. Mais non. Non, alors je te retourne la chose. Dès que je dis quelque chose, tu dis le contraire. Non, c'est pas pareil. Dès que je dis quelque chose, tu dis le contraire. Bon, je pense qu'on va conclure. Monsieur Sambin, parce que tout le monde va partir sinon. Une question là. Moi j'ai une question. Monsieur Sambin. Mais justement. Dernière question du Conseil. Alors je vais la faire grouper parce qu'il y en avait 2. Je voulais savoir où on en était du recrutement ou de la sélection du déontologue, parce qu'il me semble que l'échéance c'est pour bientôt. Le 31 mai. 31 mai. Le 31 mai. On passe la délibération le 31 mai. Voilà. Donc c'est fait, il est choisi, On a des contacts, voilà. Et le déontologue? C'est pour le 31 mai. Il faut que chaque commune délibère sur un déontologue. C'est pour ça que je me suis dit, on n'a pas trouvé. Bon, tant pis, je ne candidate pas. Oui. Et la deuxième chose, qui mettrait peut-être de temps en temps un peu d'apaisement si on les sollicitait, mais pour les solliciter, il faut qu'ils soient créés, le Conseil des sages. C'est Emmanuel, le on Conseil en parlait. des sages. Elle avance. Je me demandais si j'allais le voir avant de pouvoir en faire partie ou pas. On a réglé le problème de la crèche, et maintenant elle aura le temps de s'y mettre. Elle était beaucoup prise par le problème de la crèche. Ah bah oui, ils seront sollicités sur des sujets, bien sûr, et on travaillera ensemble à ça. On a commencé avec le règlement intérieur, donc ça avance. Bon, merci à vous. On termine la séance à 22 h.